bienvenue à tous. Comme je vous ai dit, ça me fait plaisir de voir certains d'entre vous que je connais et d'autres que je connais moins, mais c'est toujours un plaisir. Donc, je suis avec Antoine Gaborio, donc un de mes collègues qui est consultant et chercheur CIFRE au sein d'Open Source Politics et qui travaille sur toutes les questions de l'impact des outils numériques justement sur l'organisation et la structure des institutions publiques. J'ai bien résumé? Okay. Et donc, c'est un plaisir de co-intervenir avec lui et surtout sur une question qui est assez intéressante. Avant de commencer peut-être sur la question et la problématique de la journée, donc juste une petite parenthèse sur Jitsi. On a du coup choisi un outil open source et c'était assez important pour nous aussi et pour vos données personnelles. On utilise cet outil dans nos usages internes et aussi pour organiser des webinaires comme celui-ci. Donc, on fait l'effort d'utiliser ce type d'outil et on remercie Jitsi d'exister et d'être une alternative tout à fait légitime et fonctionnelle à d'autres outils que je ne prononcerai pas. Donc, juste aussi un petit rappel des règles. N'hésitez pas à indiquer votre prénom et nom, comme j'ai pu le dire à certaines personnes juste avant. Les personnes qui viennent d'arriver aussi, n'hésitez pas à indiquer votre nom. Si je vois que tout le monde a un peu la caméra désactivée, mais en tout cas, effectivement, je veux bien que vous gardiez aussi la caméra désactivée pour optimiser, la connexion, la discussion. Et enfin, indiquez-moi s'il y a des problèmes de son, si vous m'entendez pas bien. Il n'y a aucun souci, vous pouvez me l'indiquer dans la conversation juste en dessous de la page en bas à gauche. Et pareil pour vos questions, n'hésitez pas à me les poser là. On va prévoir un petit temps à la fin pour des questions. Donc c'est avec plaisir de les accueillir sur cet espace. Et finalement, le dernier point, et après, promis, on rentre dans le sujet. On va potentiellement, donc on va remettre cette présentation qu'on va vous présenter sur le site d'Open Source Politics et il y aura potentiellement aussi une rediffusion qui sera envoyée. Voilà, donc et il y aura un article de contrôle. Potentiellement. Et donc du coup, pour revenir un peu sur la thématique principale de ce webinaire, donc confinement et démarche participative, quelles initiatives et quelles perspectives pour la suite. On a vraiment voulu mettre en avant certaines initiatives qui se sont faites pendant le confinement. Il y a eu beaucoup d'organisations, comme tout le monde, qui ont dû se réorganiser pour justement maintenir le lien social, organiser la solidarité aussi sur leur territoire et s'organiser même en interne. Donc nous, effectivement, il y a eu toute une place du numérique et de la participation qui s'est vu accélérer pendant le confinement. Et on pensait vraiment important de mettre en avant ces initiatives qui ont toutes été un succès et qui, en plus, nous apprend beaucoup sur ce qu'on peut faire pour la suite, sur ce qui a été fait pendant le confinement et ce qu'on peut en déduire pour les perspectives des démarches participatives dans le futur. Et surtout les manières de se concerter avec les citoyens ou alors avec la base associative ou alors avec ses salariés. Et justement, comment est-ce que ça peut se renouveler? Qu'est-ce qu'on peut apprendre du confinement? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'accélération du numérique qui a eu lieu pendant ce temps-là? Et quelque chose que je vais préciser pour le webinaire, toute cette accélération et ces initiatives qui ont été faites pendant le confinement sont vraiment intersectorielles, pardon. Donc à la fois dans le public, mais aussi dans le monde associatif et aussi dans des structures comme des mutuelles, des ONG internationales, etc. Donc ça va être intéressant justement de voir ce qui s'est fait dans chaque secteur, pour quel but et ce qu'on peut en retenir. Donc, je fais la transition à Antoine qui va justement nous parler des collectivités locales et de comment ces collectivités locales, finalement, ont organisé la solidarité de proximité, la solidarité locale et qu'est-ce qu'on peut en retenir. Donc, je te laisse. Ouais, merci Héloïse pour cette bonne introduction. Donc oui, le parti qu'on a pris pour le webinaire ce matin, c'est vraiment un parti pris de vous montrer ce qui a été fait. C'est pas forcément de monter en généralité sur ce qui devrait
exister. Voilà, en général, c'est plus vous montrer vraiment prosaïquement ce qui a été fait par les collectivités ou les organisations diverses qu'Open Source Politique s'accompagne pour pallier à certains problèmes qui se sont posés pendant le confinement. Du coup, on a eu l'idée de commencer par ce que les collectivités locales ont fait. Donc, on va prendre un petit peu de temps. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ce que 3 collectivités locales ont fait, 3 municipalités. La première, Nancy, qu'on accompagne depuis environ 2 ans. Ensuite, Nanterre, qui a été une des premières institutions accompagnées par OSP. Et ensuite, et enfin, Angers, la mairie d'Angers, qu'on accompagne depuis un petit bout de temps aussi. Donc, on va commencer par Nancy. Comme vous pouvez le voir sur la présentation, donc la mairie de Nancy nous avait contacté il y a environ 2 ans pour une plateforme de participation permanente. Et avec l'arrivée du confinement, il a fallu, en tout cas, ils ont exprimé le besoin d'ouvrir une nouvelle plateforme pour maintenir et encourager le lien social entre les agents. C'est-à-dire que c'était une plateforme qui était destinée à l'interne et qui avait vocation uniquement, je dirais, mais c'est quand même assez large, à organiser les échanges entre les agents alors que ils étaient tous coincés chez eux et qu'ils n'avaient pas de lieu de réunion physique. Donc pour faire ça, 4 espaces ont été ouverts sur la plateforme. Donc, vous pouvez voir la page d'accueil sur la présentation. Un espace par objectif en fait avoué de la municipalité avec cette plateforme. Le premier, c'est un espace relativement simple, c'est-à-dire un espace d'information qui permet d'accéder aux informations internes de la collectivité. Alors là, on se rend compte assez facilement de l'intérêt de l'espace d'information, puisque les chaînes de mail à n'en plus finir, c'est extrêmement lourd. Et du coup, avoir un espace où la collectivité peut poster des nouvelles sur le confinement, sur des réunions éventuellement, etc., ça peut être extrêmement pratique. Centraliser l'information. Voilà pour ce premier espace. Un deuxième espace qui a été ouvert par la mairie de Nancy et qui est assez crucial, à notre avis, c'est l'académie de formation interne. C'est-à-dire que c'est une expression un petit peu pompeuse, mais au final, ça dit bien ce que ça dit, c'est-à-dire c'est un espace pour se former, pour continuer à se former, en tout cas pendant le confinement, puisque potentiellement l'activité est un petit peu réduite. Par exemple, on pense au personnel des mairies qui travaillaient sur le terrain, c'est-à-dire des personnels des espaces verts, des personnels de la voirie, etc., de l'accompagnement des services sociaux, etc., qui se retrouvent peut-être avec une activité un petit peu réduite, et du coup qui peuvent avoir peut-être un petit peu de temps pour se former à des nouvelles choses. Et donc c'est là que cet espace rentre en jeu. L'objectif, c'était de pouvoir avoir une plateforme de centralisation de tutoriels, d'exercices, d'articles, à la fois de ressources internes et de ressources externes, donc des ressources qui existaient déjà en interne à la mairie, qui ont du coup été mises en ligne et reportées sur la plateforme, et aussi des ressources externes donc qui ont été suggérées par des agents qui ont trouvé des ressources externes assez intéressantes et qui ont souhaité les partager. Et ça a été du coup cet espace-là aussi une occasion de valoriser certaines pratiques et certaines compétences qui existaient déjà auparavant dans quelques services. Je pense notamment au service des archives qui a été extrêmement actif sur cette plateforme et qui avait déjà des compétences en fait en termes d'organisation des espaces numériques, de gestion de ressources qu'ils ont largement mis à profit pour piloter cet espace de formation interne. Enfin, 2 derniers espaces, voilà, pour aller un petit peu plus vite. Un espace qui est dédié à la collaboration, donc à la mise en relation entre des gens qui peuvent aider et des gens qui cherchent de l'aide. Voilà, évidemment un intérêt très prosaïque de permettre d'organiser l'entraide et la solidarité. Ce qu'on verra aussi qui se retrouve, qui est évidemment le fil rouge de
ce webinaire, puisque c'est un peu le gros problème qui a été évoqué pendant le confinement. Donc cet espace-là avait vocation à organiser ça en interne. Et enfin, un quatrième espace qui était l'espace de pause café, qui avait vocation là aussi à essayer de lutter contre le côté qui peut être anxiogène, hein, clairement, du confinement, en maintenant un lien social qui pouvait plus se faire autour de la machine à café et qui, du coup, est quand même important de conserver. Donc, cet espace-là avait vocation à regrouper voilà, quelques traits d'humour, peut-être des cafés visio, etc., pour lutter contre l'anxiété. Je vais faire une petite parenthèse. Quand on parle d'espace, c'est un espace sur Decidim, donc la plateforme qu'on déploie chez Open Source Politics et que la plupart d'entre vous connaissent. Donc c'est vraiment justement un espace numérique finalement. Voilà, petite précision. Et donc merci pour la précision. Pour la conception de cette plateforme-là, on s'est beaucoup inspiré à Open Source Politics du travail qu'on avait effectué avant le confinement avec une ONG internationale pour lancer une plateforme de gouvernance interne et qui devait aussi avoir une vocation de centre de ressources. C'est-à-dire que donc ce qu'on voulait faire passer comme idée ici, c'est que les plateformes qui sont lancées, comme celle de Nancy, en temps de crise ou en temps compliqué, et ben de fait, on a réussi à lancer ça relativement rapidement et à les conseiller au mieux sur la configuration de la plateforme, parce qu'on avait déjà acquis une expérience avec cette ONG pour paramétrer au mieux une plateforme qui était censée fonctionner en temps normal, mais qui était censée couvrir ces aspects de cohésion, de gouvernance interne et de centre de ressources, d'académie de formation. Donc voilà, cette expérience avec l'ONG nous a permis de réussir assez rapidement à pallier à la demande de la mairie de Nancy. Voilà pour la mairie de Nancy. Si on passe ensuite à la mairie de Nanterre, qui est un des premiers clients de Open Source Politics, je l'ai dit au début. La mairie de Nanterre a lancé un espace dédié à l'entraide pour le Covid. Ce qui est intéressant et ce qui est différent du coup avec la mairie de Nancy, c'est que c'est un espace ouvert à tous. Donc c'est-à-dire c'est pas un espace interne qui a vocation à organiser les échanges entre les agents publics confinés. L'objectif de la mairie de Nanterre, c'était vraiment d'avoir un espace qui puisse organiser la solidarité à l'échelle de la ville, de recueillir des demandes diverses et variées, par exemple des associations qui ont besoin de volontaires pour faire de la distribution de nourriture, puisque certains bénévoles étaient malades ou avaient l'obligation d'être confinés en quarantaine, ou des gens qui étaient âgés, qui ne pouvaient pas sortir pour faire leurs courses et qui n'avaient pas de famille à proximité à mobiliser, ou forcément d'amis qui pouvaient les dépanner. Et bien du coup, cet espace-là avait vocation à recenser toutes ces actions solidaires et à permettre à celles et ceux qui le souhaitaient de proposer vraiment leur soutien et d'en demander. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à Nanterre, ce qu'on note à Nanterre, nous, pour notre expérience d'entreprise, c'est que ils ont fait la différence en fait entre une demande d'aide par un individu et une demande d'aide par une association. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que on observe que cette situation problématique, elle a permis à de nombreuses associations qui, on observe souvent ce problème, ou en tout cas cet écueil aux plateformes numériques, c'est que les associations sont assez réticentes à proposer des choses, à s'inscrire sur les plateformes, ce qui est tout à fait normal, puisqu'en réalité, ça nécessite du boulot de formaliser une position commune, etc. Donc, c'est souvent lors des ateliers en présentiel que les associations participent. Et c'est pour ça que Open Source Politics, on a toujours valorisé des processus participatifs qui sont hybrides entre le présentiel et le numérique.
On a vu notamment à Barcelone, dans beaucoup de processus participatifs, que les associations ont beaucoup moins participé en numérique qu'en présentiel. Et donc, si on part de cette base, eh bien, on voit la différence en fait avec la plateforme de Nanterre, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui ont demandé de l'aide, qui ont posté des propositions de demande de nourriture, comme je disais tout à l'heure. Et donc voilà, on a observé pendant cette période un petit changement, donc à voir si ça a vocation à se poursuivre. Mais en tout cas, on a noté un petit changement. Et ça nous paraissait intéressant de le noter. Voilà pour la mairie de Nanterre. Alors si ensuite on passe à la dernière collectivité locale qu'on voulait mobiliser ce matin, c'est la mairie d'Angers qui a elle aussi ouvert un espace d'entraide dédié au Covid. Ce qui du coup, comme Nanterre, nous a demandé de mobiliser et de rendre extrêmement fonctionnel un espace de décidim, espace encore une fois, pour faciliter l'entraide, ce qui en période de crise doit être plus efficace, encore plus efficace qu'en période normale, puisqu'il y a des situations de précarité, on en parlera tout à l'heure, qui sont aggravées par la crise, et du coup, ça nécessite de pouvoir réagir rapidement. Le deuxième intérêt, c'est que du coup, dans ce genre de cadre de besoin, beaucoup moins normé, entre guillemets, que dans des concertations qu'on a l'habitude d'accompagner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de phase particulière auquel il va falloir mobiliser les différents services, etc. Donc il y a moins besoin de coordination générale. Du coup, l'essence même de l'espace qu'on a utilisé, c'est d'aller à l'essentiel et du coup de rendre service le plus possible à l'utilisateur. Et c'est pour ça que du coup toutes les plateformes d'entraide qu'on a conseillées, elles vont vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a un module de proposition, on a un module de rencontre éventuellement pour des visios, etc. Mais ça va pas beaucoup plus loin, c'est-à-dire que l'objectif, ça va vraiment être d'être efficace, de ne pas perdre du coup les gens, de ne pas leur proposer une multitude de possibilités de participation, c'est vraiment guider au maximum leur parcours. Il y a vraiment un sujet sur ce type de plateforme qui est assez intéressant même pour la suite, de la question de l'ergonomie de la plateforme et de la complexité de la démarche participative. Là où la démocratie participative, depuis quelques années, justement, devenait de plus en plus complexe, avec de l'écriture collaborative des lois, vraiment des démarches qui sont complexes, la période de confinement, elle nous a ramené tout de suite sur Terre et nous a ramené tout de suite vraiment à l'essentiel et qu'est-ce que le citoyen veut. Et en général, déjà, c'est au niveau hyper local. Et ensuite, c'est vraiment de l'information, c'est directement en fait à l'information essentielle. Et ça j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'était un peu une piqûre de rappel sur les besoins des citoyens. Bon, c'était contextualisé, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut se poser justement, quelles sont les questions un peu pour la suite dans l'ergonomie de nos plateformes. Donc, et du coup, ça nous permet de faire la transition avec la prochaine étape de ce webinaire, qui est de sortir d'un niveau un petit peu hyper local pour se poser la question d'une relance globale. Je vais laisser Héloïse continuer. Donc, effectivement, donc, il y a toute une question de comment est-ce que des plateformes ont pu se lancer pour la gestion de crise. Alors, je vais commencer par l'OPP-BTP. Donc, cet organisme de prévention pour le secteur du BTP a lancé en fait une plateforme aussi d'entraide. Donc, c'était assez intéressant cette plateforme parce que c'était purement il y avait toute une question aussi de comment est-ce qu'on construit cette plateforme. Et elle s'est faite finalement, c'était une utilisation très terrain. Et c'est un peu la première fois où c'est exclusivement d'utilisation terrain. Donc, c'était des personnes sur les chantiers qui, justement, participaient et qui proposaient leurs bonnes pratiques sur le chantier. Donc, à la fois pour les gestes barrières, les équipements à mobiliser sur le chantier. Et pareil, cette plateforme n'avait qu'une page. C'était une page de proposition. Et finalement, c'est cette page-là qui a fait le succès de la plateforme. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la diversité du secteur et le fait que ça soit aussi un secteur nouveau pour nous et qui est aussi intéressant. Et on se pose aussi les questions pour la suite.
Et là aussi, c'est aussi une relation de gouvernance interne. Comment est-ce qu'on peut partager les bonnes pratiques sur le chantier, sur le terrain, avec ses collègues. Donc ça, c'était un exemple. Un autre exemple, c'est le jour d'après, du coup, qui effectivement, comme Antoine disait, nous pose la question de qu'est-ce qu'une initiative à l'échelle nationale. Donc c'était, pour le petit contexte, c'était donc 66 parlementaires qui se sont organisés pour organiser une plateforme nommée le jour d'après, et qui en fait, nous sur l'aspect, notre contribution sur cette plateforme, c'était purement technique. Donc on a aidé dans l'accompagnement technique et la maintenance de la plateforme. Le design du process a été fait du côté des équipes des parlementaires. Mais en tout cas, le but de cette plateforme, c'était vraiment penser, voire repenser des grandes solutions pour le monde d'après, l'après-crise sanitaire en tout cas. Et ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement sur cette plateforme, c'est pour se sortir un peu justement du jour d'après et penser plus globalement à des concertations nationales, comment est-ce que on peut marier des temps synchrones et des temps asynchrones, donc des temps forts et une démarche beaucoup plus continue. Et ce qui est intéressant ici, c'est justement de voir qu'en fait, toute la démarche continue qui a eu lieu de participation, donc vraiment toute la participation qui a été faite pendant un mois, il me semble, pendant un mois, c'était marqué justement par des temps forts qui étaient des ateliers en ligne ou des conférences webinaires. Et ça, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a aussi toute une question qu'on va se poser et qu'on peut se poser maintenant aussi on était habitué à rythmer des consultations 100% consultations digitales avec des temps en présentiel. Et ça, c'était nécessaire parce que pour inclure le maximum de personnes, inclure les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, inclure les personnes qui ne veulent pas aller sur le numérique ou alors sur la plateforme. Et aujourd'hui, pendant le confinement, on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on peut pallier ce besoin, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir des temps forts digitaux, comment est-ce qu'on peut arriver à accéder à un public plus large et surtout qu'est-ce qu'on peut en tirer des ateliers en ligne qui ont été créés sur cette plateforme ou d'autres plateformes. Et c'est intéressant de noter que pour une ville, pour une association, etc., organiser un atelier en ligne, ça ne sera pas la même chose qu'organiser un atelier en présentiel. Ça ne sera pas le même public, ça sera une relation qui sera complètement différente avec le citoyen, le salarié, la base associative. Et donc c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut en retenir pour la suite, pour le futur. Est-ce que justement on peut continuer à faire des consultations 100% digitales? Est-ce qu'on doit quand même donner beaucoup d'importance au temps en présentiel? Et moi je pense que je suis plus d'avis à dire qu'on doit quand même donner beaucoup d'importance au temps en présentiel quand on pourra. Mais qu'est-ce qu'on fait entre temps? Donc il y a vraiment toutes ces questions. Les gens, enfin les plateformes et les clients sont tous très originaux dans l'organisation d'ateliers en ligne, en organisant justement soit des webconférences, soit en organisant justement des ateliers où, par exemple, on va donner rendez-vous à plein de personnes sur la plateforme, on va leur demander de regarder un contenu, une vidéo, un article, et on va leur demander de réagir via un formulaire ou une enquête. Enfin, il y a plein de formats à appliquer à Decidim. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a envie de continuer à faire ça? Est-ce qu'on doit donner beaucoup plus d'importance au temps en présentiel? Donc ça, c'est des questions qui m'intéressaient. Ensuite, une autre initiative qui était intéressante, c'était l'initiative portée par la Fédération des acteurs de la solidarité, l'Armée du Salut et l'UNIOPS. Donc c'était une plateforme qui mettait en avant des récits de personnes qui étaient en situation de précarité aggravée à cause de la crise. Et c'était justement tous les conseils nationaux et régionaux des personnes accueillies qui recueillaient ces témoignages, les publiaient sur la plateforme. Une fois que ces récits étaient centralisés sur la plateforme, des synthèses allaient être écrites et ces synthèses allaient faire l'objet justement de recommandations aux autorités concernées, donc les ministères sociaux, les administrations centrales, etc. Donc cette plateforme, elle est bien sûr, elle est très belle et c'est une super initiative. Et surtout,
parce que elle représente aussi que, enfin, tout ce temps de confinement où la solidarité s'est accentuée et où des nouvelles méthodes justement d'organisation s'étaient organisées et ne doivent justement pas s'arrêter maintenant, parce que ça, encore une fois, c'est une belle initiative, et ils ont déjà des plans pour la suite qui seront justement de continuer en fait de faire des récits de déconfinement du coup, mais aussi de vraiment demander aux personnes accueillies des recommandations, des propositions pour pallier, enfin pour justement avoir des solutions dans ce temps de déconfinement, d'après-crise, etc. Et donc, c'est intéressant comme finalement toutes ces initiatives sont déjà en train de se projeter pour la suite. On va du coup peut-être faire une petite transition sur nos grandes questions qu'on a posées dans l'article un peu d'introduction du webinaire. Donc, je laisse Antoine peut-être les revoir. Oui, effectivement. Merci Héloïse pour ce panorama. Ce qu'on voulait faire un petit peu en guise de conclusion, c'était vraiment effectivement de reprendre les questions qu'on avait posées dans la présentation du webinaire, et puis d'essayer d'y apporter un petit peu de réponses pour essayer de se projeter un petit peu. Donc ce qu'on a vu un petit peu en fil rouge des présentations qu'on a pu faire, c'est en gros, quelles sont les alternatives pour les démarches participatives qu'Open Source Politics a toujours valorisées, c'est-à-dire des démarches participatives hybrides, qui s'organisent autour de temps forts en présentiel et autour de temps forts numériques. Et du coup, évidemment, c'est ce qu'Héloïse disait, on l'a vu avec la Fédération des acteurs de la solidarité, les associations conservent toujours le lien avec les gens qu'on a souvent du mal à toucher, notamment au niveau des institutions locales, qu'on a souvent du mal à toucher, c'est-à-dire par exemple les gens en précarité, etc. C'est l'occasion du coup quand on mobilise ces associations-là, de bénéficier tout de même de leur expertise, hein, et de bénéficier tout de même de leur remontée du terrain, ce qui peut vraiment pallier à la perte des ateliers physiques, puisque de fait, quand on ne peut plus faire d'ateliers physiques, c'est ce que disait Héloïse tout à l'heure, on va forcément devoir quand même réussir à toucher les publics qui ont touché avec les ateliers physiques, à savoir les ateliers, les publics souvent les plus en danger, les plus précaires, etc. Donc nous, ce qu'on a envie de promouvoir pour la suite, c'est vraiment de continuer à approfondir les relations avec ces associations, donc que ce soit au niveau national avec la Fédération des acteurs de la solidarité, mais aussi au niveau local avec toutes les associations qui existent dans une ville, par exemple. Et c'est ce qu'on a vu à Nanterre. Il y a aussi un gros enjeu de monstration, c'est-à-dire de visibilité pour les associations locales, puisque en fait souvent les associations locales parfois ont assez peu de moyens de communication, et c'est souvent pas leur objectif en plus, donc les gens ne sont pas forcément au courant des associations qui existent et qui font un boulot remarquable sur le terrain. Et du coup, l'enjeu aussi de ces plateformes-là, c'était de donner à voir l'activité de ces associations-là pour que les gens puissent se rendre compte que, oui, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur le terrain qui est vraiment fondamental et qui permet, c'est ce qu'on a vu en temps de crise, de pallier à tout un tas de problèmes qui se posent, qui sont souvent pas nouveaux, mais qui sont aggravés par la crise. Voilà, donc ça, ce que je disais recouvre aussi notre deuxième question, c'est-à-dire les nouvelles opportunités pour organiser l'entraide et la solidarité, sur le territoire. Clairement, nous, ce qu'on va essayer, en tout cas, la leçon qu'on retient, c'est qu'il faut toujours plus aller vers les associations, puisque c'est ce que je disais aussi en introduction à propos d'Angers. Ce qui est souvent un petit peu compliqué, c'est de faire venir les associations sur la plateforme. Donc, peut-être qu'il va falloir inventer, et c'est ce qu'Aloïs disait tout à l'heure, de nouvelles manières de les mobiliser si on peut pas les mobiliser en présentiel. Voilà. Ouais.
tu veux que je revienne sur peut-être... Il y avait aussi une question qui m'intéressait sur quel impact justement toutes ces nouvelles initiatives, toutes ces plateformes numériques, etc., ont eu, en tout cas pendant le confinement, sur la culture et la gouvernance interne des associations, des entreprises, des institutions publiques. Et comme on l'a vu avec Nancy, mais comme on l'a vu aussi sur d'autres cas de gouvernance interne, il y a des pré-confinement, on avait déjà eu ces besoins qui commençaient à arriver, d'avoir des plateformes pour du contenu interne, pour vraiment centraliser l'information, accéder à l'information directement, organiser les rencontres en interne, prendre des décisions en interne, coécrire des chartes en interne. Et ça, c'était justement via des plateformes dédiées. Pendant le confinement, ça s'est accéléré, puisqu'il y a pas mal d'organisations qui ne se posaient la question de comment est-ce qu'on s'organise en interne. Et d'où Nancy qui crée un espace en interne et d'autres associations aussi, et institutions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment est-ce que ce besoin qui a émergé à cause du confinement va finalement changer la relation avec le bénéficiaire de cette plateforme, donc avec salariés, citoyens et associations, base associative, pardon. Et comment est-ce que cette relation justement va être soit beaucoup plus directe, donc le citoyen va pouvoir directement demander à sa mairie une solution, ou en tout cas va directement proposer sa solution sur la plateforme. Comment est-ce que justement, qu'est-ce qui va continuer post-confinement? Et en fait, c'est plein de questions qu'on va avoir dans les prochains mois, et ça va être très intéressant de le voir. Et du coup, je termine notre dernière question, la dernière question qu'on s'était posée en préparant ce webinaire, c'était de savoir si le confinement allait constituer une opportunité de projection pour l'après-pandémie, l'après-crise. Le monde d'après. Voilà, le monde d'après, si on veut poursuivre cette expression. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, nous, en travaillant au quotidien avec les institutions, les organisations qu'on accompagne, c'est que il ne faut pas aller trop vite, quoi. En tout cas, pendant la période de confinement, on a été surtout mobilisés pour des plateformes d'entraide, des plateformes de palliation à des problèmes concrets, vraiment de base. C'est ce qu'on a vu avec les collectivités locales, pour pallier à des problèmes de solidarité, de besoin de solidarité au niveau très 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 proche je dirais. Ouais. Et du coup, ce qu'on a vu, c'est que ce besoin-là, il fallait qu'il soit pris à la base, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit pris d'abord. Et ensuite, on a pu, une fois que ces problèmes étaient, en tout cas, pas forcément palliés, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de soucis encore, mais en tout cas pris en compte, pris en charge, et on a pu développer des outils pour le faire. Ensuite, seulement, on peut réussir à se projeter un petit peu et essayer de voir comment est-ce que ces nouveaux moyens de solidarité peuvent être répliqués potentiellement dans le futur, et les leçons à en tirer pour la suite. Merci. Voilà, on arrête de parler. C'est à vous. On voit qu'il y a eu peut-être une question dans le chat, donc on va pouvoir en parler. N'hésitez pas à la poser verbalement et de lever la main. Il y a un petit bouton lever la main. Donc, on pourra comme ça attribuer un peu il est en bas à gauche. Paroles. Ouais, il est en bas à gauche, effectivement. C'est un raise your hand ou en lever la main si vous avez trouvé votre ordinateur en français. Mais donc, du coup, pour répondre peut-être à la première question de Fabienne, merci. Donc, c'est comment prendre en compte l'électronisme fréquent chez les personnes précaires. Typiquement, pour le cas de la Fédération des acteurs de la solidarité, de toute façon, c'est des questions qu'on se pose même pré-confinement, post-confinement. C'est des questions quand on est dans le digital, dans le numérique, on se pose de toute façon cette question de comment prendre en compte les personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique. Et dans le cas de la Fédération des acteurs de la solidarité, il y a eu justement un intermédiaire qui était les centres nationaux et régionaux des personnes accueillies, qui eux-mêmes recueillaient les témoignages et ensuite les publiaient sur la plateforme. Ça permet de prendre en compte des paroles et des témoignages malgré le fait que la personne n'est pas directement sur la plateforme, mais que de toute façon, en tout cas, elle est prise en compte dans tout ce processus participatif. Pour d'autres, donc ça c'est une question plus générale, mais pour d'autres
cas, il y a une fonctionnalité sur Decidim qui s'appelle utilisateur représenté et qui permet justement quand on est donc on a notamment utilisé cette fonctionnalité avec Emmaüs. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de représenter quelqu'un quand on est avec la personne, de représenter cette personne sur la plateforme et de publier pour elle et de publier son idée. Et ensuite, la personne, plus tranquillement, pourra se connecter plus tard si elle est chez elle tranquillement, etc., sans pression, ou alors peut juste ne pas se connecter, mais son avis sera pris en compte. Et ça, c'est important. Et il y a vraiment des cas, notamment avec Amus, où on ne parle même pas de plateforme, en fait. On va arriver à un événement où on sait que de toute façon, ça sera un événement où plusieurs personnes vont partager leur avis. On va se détacher totalement du numérique et on va leur poser la question, quelle est votre idée pour... dans Emmaüs, c'était les orientations stratégiques d'Emmaüs. Quelle est votre idée par rapport aux orientations stratégiques d'Emmaüs? Et au final, l'idée était prise en compte. Donc, vas-y Antoine, si je peux compléter, ouais. Tu parlais beaucoup de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et effectivement, c'est très intéressant. Et si on va sur leur plateforme, on se rend compte que beaucoup de récits de confinement ont été postés par des associations. Je rabâche un petit peu cette idée-là, mais c'est parce qu'elle me tient vraiment à cœur, qui sont en contact au quotidien avec les personnes les plus précaires. Pour le cas, par exemple, de l'association La Cloche, ça va être les personnes sans abri. Et du coup, il ne faut pas hésiter. Enfin, moi, j'ai tendance à toujours dire que les associations, en temps de crise, c'est souvent elles qui amortissent le choc. Et du coup, il ne faut pas hésiter à les solliciter pour connaître les situations des personnes les plus précaires en temps de crise, mais aussi en temps normal, entre guillemets, puisqu'elles ont à la fois l'expertise pour nous conseiller, et aussi elles ont l'annuaire, elles savent comment atteindre les personnes qui souffrent d'électronisme, ce qui peut permettre de les mobiliser aussi en retour dans des ateliers en présentiel. Alors évidemment, en temps de crise, on a vu que les ateliers en présentiel étaient un peu remis en question, mais du coup, le lien avec les associations peut permettre de garder quand même cette remontée d'informations avec les personnes précaires, même en temps de crise. Merci. Alors, il y a eu pas mal de questions. Je vais commencer par celle de Romain. Donc, au-delà des demandes de nouvelles plateformes, quel a été le niveau de participation observé? Y a-t-il eu un fort niveau de participation pour tous ces exemples? Déjà, il a été différent pour chaque plateforme. Ensuite, ça dépend justement de quel type d'organisation on avait devant nous. Au final, c'est souvent les initiatives qui sont vraiment au niveau hyper local qui avaient le plus de participation, parce que ça relie en fait toujours à ce que Antoine a dit. Plus les citoyens sont conscients un peu de l'acteur en fait qui est face à eux et qui prend en compte toutes ces propositions, etc., plus la participation va être prise au sérieux, plus les personnes vont participer. Et en fait, c'est vraiment plus la distance entre le citoyen et l'institution est proche, plus, à mon avis, il y a plus de participation et de représentativité. Donc ça, c'est un peu mon avis à moi. Ça peut être un débat, c'est une question ouverte. Mais en tout cas, donc, en termes de fort niveau de participation, et ça va répondre aussi à la question de Jean, le numérique a été nouveau pour plusieurs citoyens et participants, etc. Et il y a tout le temps une progression dans la manière de contribuer. Donc, on va avoir d'abord des participants lecteurs, donc qui viennent sur la plateforme et qui lisent, des participants qui vont juste soutenir une idée, donc liker une idée, des participants qui vont commenter, et déjà ça c'est un type de participation. Et vraiment, le moment où on arrive sur le partage de propositions, c'est vraiment un niveau de participation qui est quand même assez élevé, même si c'est ce qu'on demande aujourd'hui à tous les citoyens. C'est ce que Antoine disait, il faut prendre le temps aussi. Il faut prendre le temps d'accommoder les gens aussi à ces plateformes. Dans le cas d'Angers, Nancy et Nanterre, c'est pas des nouvelles plateformes en fait. Je vais peut-être corriger la formulation. C'est des plateformes qui existent depuis longtemps, donc les citoyens, en tout cas pour les villes,
c'était des plateformes que les gens connaissaient. Et ça, c'est quelque chose qui change. Dans le cas de l'OPPE-BTP, de la Fédération des acteurs de la solidarité, c'était nouveau. Donc, peut-être s'il y a aussi, en fait, les trois questions sont très reliées parce que les ressources, finalement, c'est surtout des ressources de mobilisation, de connaître d'acteurs locaux, de mobiliser les acteurs locaux aussi pour parler directement aux citoyens, de savoir vraiment cartographier en fait les acteurs à mobiliser. Et donc du coup, ensuite, la participation peut être peut-être plus simple pour les citoyens parce que justement, ils reconnaissent des acteurs locaux, etc. Je vais répondre un petit peu plus précisément à la question de Jean. Ce qu'il ne faut pas oublier, enfin là je vais parler uniquement pour le cas de la Fédération des acteurs de la solidarité, mais on pourra élargir un petit peu après. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent les récits ou les témoignages, ils n'appellent pas forcément le débat. C'est-à-dire que en fait, ce n'était pas forcément l'objectif de la Fédération des acteurs de la solidarité que de provoquer vraiment un débat avec des témoignages. L'objectif, c'était vraiment d'avoir un panorama de tout ce qui de toutes les situations de vie, en fait, de tout ce qui se vivait dans le périmètre des associations qui font partie de la fédération, pour ensuite en tirer des recommandations, etc. L'objectif, en fait, je ne suis pas certain que ça soit même très, très pertinent de débattre sur un témoignage, puisque un témoignage, par définition, c'est personnel. Voilà, je ne suis pas certain qu'il y ait à débattre. On peut débattre sur les recommandations ensuite, mais voilà. Et du coup, vous avez eu une petite poursuite. Des usages sur des projets, oui. Comment faire pour limiter les dépôts isolés? En fait, c'est toute la question. Nous, notre recette, entre guillemets, et on va encore insister là-dessus, du coup, c'est le fait que on interface, donc on prévoit dans le parcours de participation à la fois des modalités de participation physique, mais aussi des modalités de participation numérique. C'est-à-dire qu'en alliant les deux, on va pouvoir limiter les dépôts isolés, puisque l'objectif, ça va être d'encourager les gens à venir à des ateliers, à discuter avec les autres gens présents. Les fonctionnalités de Decidim, de soutien, de vote, etc. peuvent aussi permettre d'exprimer son avis, etc. Et de commentaires, bien sûr. Donc voilà, je pense que c'est plus une question générale d'ordre de construction de la démarche participative, qui va permettre ou non, qui va encourager ou non les interactions. Et pour compléter, ça dépend tellement de l'institution en face, de l'organisation en face, de ce qui existe déjà comme levier de participation, de communication. Est-ce que les gens dans votre organisation sont déjà habitués à être entendus, ou est-ce que justement c'est tout nouveau, la participation est toute nouvelle? Donc je sais que c'est un peu la réponse facile de dire ça dépend, mais c'est vraiment pour le coup au cas par cas. Et donc du coup, si vous êtes intéressé, on peut bien sûr en parler. Et ensuite, Didier est parti, mais s'il est intéressé par les ressources à mobiliser techniques et humaines, je pourrais lui répondre directement. Et Olivier, quel est le niveau d'usage des smartphones dans les contributions sur cette plateforme, usage nomade versus fixe? Usage nomade, c'est plus dans la rue, du coup, j'imagine. Ouais, vas-y. Je peux répondre à cette question. Ce qu'on observe, par exemple, si on prend la plateforme d'Angers, ce qu'on observe en temps normal, hors confinement, etc., c'est que en général, il y a 50-50 de participation smartphone et de participation bureau. C'est même parfois un petit peu plus élevé pour le smartphone. Ouais. Et ce qu'on observe là sur le dernier mois, c'est que la participation en bureau, en tout cas en ordinateur fixe, baisse légèrement, environ à 40%, quoi, et la participation en smartphone reste à 50%. Ce qui veut dire qu'en réalité, en termes de volume, la participation en smartphone augmente légèrement par rapport au bureau. Alors,
ça va changer, il faut voir, ça va peut-être changer. Il faut voir si c'est confirmé par les autres plateformes. J'ai pas regardé, mais voilà, ça peut fournir un premier élément, en tout cas pour Angers, et c'est un élément qui est intéressant puisqu'on pourrait aussi se dire que les gens étant bloqués chez eux, ils pourraient participer plus facilement sur un ordinateur de bureau. Mais visiblement, c'est pas le cas. Donc voilà, à confirmer bien sûr, à prendre avec des pincettes, mais les premiers chiffres qu'on a vus nous permettent sur la plateforme d'Angers en tout cas, de conclure à une légère hausse du smartphone. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, c'était des très bonnes questions. Bravo pour les questions. Bravo pour les questions. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, Vincent, toujours là. Alors, que dire aux associations, grandes ONG qui optent pour des solutions commerciales, Workplace de Facebook par exemple, par facilité et parfois offre gratuite, dite solidaire? Tu nous lances sur un sujet qui pourrait être un autre webinaire. Donc... pour faire court, déjà, si c'était d'ailleurs un autre webinaire sur l'open source, donc je vais vraiment être courte. On ne peut pas aujourd'hui, pour moi, selon moi, et je pense qu'Antoine pourrait peut-être compléter. Ouais, d'accord. On ne peut pas aujourd'hui prétendre à de la participation citoyenne, à des démarches en interne ou externe ou publiques, etc., sans être cohérent avec le type d'outils qu'on utilise. Donc là, je suis un peu plus radicale sur ma réponse, mais c'est vraiment au cœur de notre sujet chez Open Source Politics. Qui dit message, parce que du coup, les grandes ONG, les associations, etc., portent en leur cœur souvent des valeurs de transparence, de démocratie, d'égalité, d'inclusion, etc., pour moi, ça serait incohérent de justement choisir une alternative qui est opaque, comme Facebook. On ne sait pas ce qui se passe avec les données qui ont été publiées, qui sont publiées, les données personnelles. En l'occurrence, on sait. Mais... on sait, mais ouais, justement, ce qu'on est en train de dire, c'est justement, il y a tout un message de cohérence à avoir entre l'outil utilisé et les valeurs qui sont et le message qui est porté dans la démarche qu'on veut organiser. Surtout, et quelque chose qui est important pour nous, aujourd'hui, les alternatives qui existent à Facebook, aux GAFA en général, sont utilisables, sont crédibles, sont légitimes et sont améliorées et sont vraiment aujourd'hui utilisables justement pour le même besoin. On dit pas que demain, on dit pas que demain Decidim a un Facebook Messenger dans son logiciel, pardon. Mais en tout cas, c'est pas le but déjà, parce qu'on n'est pas sur de l'instantané, on est sur vraiment des démarches de construction qui sont beaucoup plus moyen long terme et qui en ressortent beaucoup plus de transformation interne, beaucoup plus de transformation en général. Je sais pas si ouais, je peux compléter un petit peu. C'est une bonne réponse. Je pense que sur la gratuité, déjà, bon, évidemment, c'est facile d'offrir quelque chose, d'offrir un service gratuit quand on revend des données à des publicitaires derrière. Ensuite, je crois qu'à Open Source Politics, on a fait aussi pas mal d'efforts par rapport à ça, notamment pour rendre accessibles en fait les services qu'on propose aux associations. C'est-à-dire que déjà, c'est un logiciel libre, donc ça veut dire que n'importe quelle association avec un petit peu de compétences en interne peut se servir du logiciel. Donc voilà, ça c'est déjà intéressant. Et ensuite, on a ouvert avec la mairie de Paris, je crois, une plateforme qui s'appelle Agorasso et qui a vocation à recueillir toute demande d'ouverture d'espace sur Decidim par les associations gratuitement. Donc si jamais vous avez une association qui cherche ça, une petite association, et qui a besoin d'un espace de participation, de gouvernance, etc., eh bien, n'hésitez pas à demander à nous demander ou à aller directement sur Agorasso. Donc ça a été organisé surtout par Code for France, qui est en fait une association dans laquelle on est nous, qui fait aussi partie de Code for All, qui est une initiative mondiale. Et c'est justement Code for France en partenariat avec la mairie de Paris qui a organisé cette plateforme. Donc si vous connaissez des petites associations qui ont besoin justement d'un espace de participation, donc ça sera intéressant, c'est gratuit pour elles. Voilà. Alors on entend des citoyens refuser d'utiliser certains outils GAFA, Google Forms par exemple, mais je n'ai jamais vu d'études à ce sujet, vous en avez? Je ne sais pas s'il y a vraiment des études, en tout cas on sait que depuis le début du mouvement du logiciel libre, c'est-à-dire en gros depuis la création de l'informatique, il y a un fort mouvement
à l'intérieur du monde informatique, mais aussi à l'extérieur, pour essayer de se passer de ce genre d'outil qui est très beau, qui est très pratique, mais qui aussi, en parallèle, a pour objectif vraiment de recueillir toutes les données des utilisateurs et de les placer ensuite dans des segments publicitaires pour pouvoir vendre ces segments beaucoup plus facilement à des annonceurs. Voilà, nous, c'est pas le parti qu'on prend, c'est un choix commercial, c'est un choix politique avant tout, et qui nous tient beaucoup à cœur et qui, je pense, fera une bonne phrase de conclusion. Non, et oui, effectivement, vous m'avez lancé sur le sujet, mais bon, on va arrêter ce webinaire dans 2 minutes, je vous promets. Mais du coup, ce que j'allais dire, avec le confinement et surtout l'application Stop Covid qui a suscité beaucoup de débats, et les citoyens, et j'ai l'impression un public beaucoup plus large est conscient des besoins qu'il a sur justement les technologies qu'il utilise. Donc du coup, l'open source est devenu quelque chose qui est... Alors, c'est un peu compliqué parce que effectivement, je suis biaisée par le secteur dans lequel on est principalement, mais en tout cas, on a l'impression que l'open source devient un besoin de plus en plus vu, notamment par le grand public. On a l'impression que les gens prennent conscience de ce que les technologies peuvent faire peuvent impliquer dans leur vie quotidienne. Donc voilà, bref, tant de questions qui s'accélèrent aussi pendant le confinement. Mais... Je sais pas si par exemple, histoire de finir de clore ce sujet, je sais pas si, Jean, vous avez entendu parler de l'affaire Cambridge Analytica et des problèmes que Facebook pose par rapport à ça, mais je trouve que c'est une très bonne illustration, et tout le traitement médiatique et le battage médiatique qui a été fait autour de cette affaire montre bien qu'il y a une prise de conscience croissante autour de ces sujets-là, tant dans le monde informatique, comme je disais tout à l'heure, que dans le monde des citoyens comme vous et moi. Donc ça, à mon avis, c'est extrêmement important puisque ça nous donne de l'espoir pour l'avenir. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est utile, que c'est important, puisque ça permet de contrebalancer un petit peu les effets négatifs des solutions que proposent ces grandes entreprises de technologie. Voilà, c'est la fin. Merci à toutes et à tous. Donc, comme prévu, on va publier cette présentation sur le site d'Open Source Politics. N'hésitez pas en mail, suite au mail que je vous ai envoyé d'ailleurs hier, à nous donner des retours sur cette présentation, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Je ne sais pas si le plaidoyer à la fin sur l'open source vous a plu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous donner des feedbacks puisqu'on est aussi dans nos premiers webinaires et que on apprend tous les jours aussi sur ces sujets-là. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien et à très très bientôt. Merci beaucoup.